Bonjour tout le monde. Je ne vais pas parler de l'agence de services et de paiement. Vous nous connaissez aussi. On n'est pas du tout connecté aux filières comme France Agrimaire. Nous, on est plutôt sur les aides froides. Donc typiquement les soutiens directs et les MAC. Mais je vais vous parler de la prochaine PAC, en fait. Pas la PAC actuelle. Tout va bien, donc on n'en parle pas. Mais de la PAC future. Alors la PAC future, elle commence par mi-juillet une publication de toute une série de textes. Et en fait, on commence par ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel 2028-2034. Donc c'est la loi de finances, la loi de principe de finances du budget de l'Union européenne sur les années 28 à 34. Ça comporte les enveloppes budgétaires qui sont prévues chaque année pour les principaux pans de politique. Adossé à ce paquet, il y a tous les règlements qui gèrent les politiques de l'Union européenne. Donc évidemment, la recherche, la politique de développement et les politiques dites internes, donc les politiques qui s'appliquent dans l'Union européenne avec évidemment la PAC. Bon, tout ça c'est un petit paquet de 2000 milliards d'euros sur 7 ans, dont 300 milliards d'euros, donc toujours sur 7 ans, prévu sur la PAC dans la proposition initiale de la Commission. Si je vais un peu plus dans le détail sur ce qu'il y a dans cette proposition pour la PAC. Alors déjà, on a un plan. Alors, dans la PAC, c'est l'art du jargon des sigles. Donc, c'est un PPNR, un plan de partenariat national et régional, qui comporte la PAC. Donc, la PAC, on connaît à part toutes les mesures de l'organisation commune de marché. Donc, typiquement, toutes les mesures d'investissement et toutes les mesures agro-environnementales et toutes les mesures de gestion des risques. Ce plan de partenariat comprend aussi la politique de cohésion, donc le FEDER, vous le connaissez, c'est les infrastructures et les aides aux entreprises. Le FSE, donc Fonds social européen, pour tout ce qui est compétences et formations. Il comprend également la politique commune de la pêche, le Fonds social climat et des fonds sur la sécurité, l'asile et l'immigration. Bon, tout ça pour dire que c'est un plan qui va faire beaucoup de choses. L'enveloppe prévue pour l'ensemble de ces plans, c'est 865 milliards d'euros sur 7 ans, donc quasiment la moitié du budget européen, dont 293 milliards pour les soutiens aux agriculteurs. Alors j'ai parlé de 300 milliards tout à l'heure, la différence de 7, c'est les soutiens de l'organisation commune de marché, donc principalement les soutiens aux organisations de producteurs fruits et légumes et toutes les mesures exceptionnelles de marché qu'on peut avoir. Alors bien évidemment, dans cette programmation, on est sur quelque chose qui est large, mais il y a évidemment une double exigence de contribuer à l'environnement. Et donc au moins 43% des dépenses de ce plan de partenariat doivent être dirigées vers des soutiens qui contribuent à l'environnement. Et on a évidemment l'interdiction d'actions qui sont significativement, nocives pour l'environnement. Donc dans ce grand fonds unique, parce que j'ai arrêté de parler de PPNR, mais vous allez en entendre parler pendant des années, et donc dans ce grand fonds unique, on retrouve à peu près tous nos outils de la PAC, évidemment les aides à l'investissement d'activités agricoles, l'ICHN, tout ce qui est relatif à la formation leader. Alors, il y a quelques changements quand même, donc je vais m'orienter là-dessus. Le premier point, c'est que la conditionnalité est maintenue, mais que sur les bonnes conditions agro-environnementales, on a des dispositions qui sont un peu plus larges. Alors, pas plus larges au sens où il y a plus d'exigences, plus larges dans le sens où la réglementation est moins précise sur la manière de mettre en œuvre ces bonnes conditions environnementales. Je vais prendre un exemple. La conditionnalité actuelle parle de rotation de culture. La conditionnalité future proposée dans la proposition de la Commission parle de protection des sols. Rotation de culture, autre disposition, ça laisse davantage de marge aux États membres pour mettre en œuvre ces dispositions. Et la bonne condition environnementale sur le maintien du ratio en prairies permanentes est supprimée. On n'a plus de droit à paiement de base, plus de paiement redistributif, plus de paiement JA. À la base, on a une aide à l'hectare, donc le nom de code sera DABIS, qui est une aide entre 130 et 240 euros par hectare, dégressive.
c'est-à-dire qu'avec une dégressivité au niveau de l'exploitation. Alors ça, entre nous, à chaque fois, on a ces propositions-là dans les propositions de la Commission. C'était là en 2020, c'était là en 2014, et c'est généralement un point qui est âprement débattu. Donc dans la proposition de la Commission, au-delà de 25 000 euros d'aide, 25% de réduction de ce qui dépasse les 25 000, 50 000 euros, 50, 75 000 euros, 75% de réduction, et un plafonnement à 100 000 euros par exploitation. Ce DABIS, en fait, est un paiement qui peut... Donc c'est un paiement de base pour les hectares, tous les hectares éligibles, et on peut faire des compléments. Alors on peut faire des compléments indiqués par la Commission pour les JA, pour les agricultrices, pour la polyculture élevage. Donc l'idée est d'avoir quelque chose qui permet d'avoir un paiement de base plus des compléments selon des priorités qui sont définies par l'État membre. On a évidemment toujours l'aide à l'installation pour les JA, les nouveaux agriculteurs et les petites entreprises, tout ça est regroupé dans une aide unique. Les aides couplées sont maintenues. Alors ça, je pense que ça va vous intéresser, avec un pourcentage qui est plus élevé. À l'heure actuelle, les aides couplées, c'est 15% de l'enveloppe des soutiens directs. Là, ça sera 20%, voire 25%, qui est prévu pour le polyculture élevage et les protéines végétales. Et on intègre l'environnement et des enjeux d'environnement dans les aides, et notamment dans les aides animales, avec l'idée, une proposition d'une densité maximale du cheptel en zone nitrate. Dernier point, mesure en faveur de l'environnement. Donc, à l'heure actuelle, on en a deux, vous les connaissez, l'éco-régime et les MAEC. Ils proposent une mesure unique qui, globalement, permet de tout faire, qui permet de faire des MAEC, des mesures agroenvironnementales et climatiques, comme on les fait à l'heure actuelle, qui permet de rémunérer des PSE, qui permet de faire quelque chose qui s'approche de l'éco-régime tel qu'on le connaît à l'heure actuelle en France et qui n'est pas très très loin d'un PSE dans son principe. L'idée étant que, évidemment, on doit en mettre en place, et on doit en mettre en place au moins deux, un pour la bio et un pour l'élevage extensif. Le dernier point, c'est qu'on a une aide pour les petites exploitations qui devient obligatoire. Il existe, optionnel, pas mis en œuvre, et c'est une aide au maximum de 3 000 euros par exploitation qui se substitue à toutes les autres. C'est vraiment une aide qui est conçue pour les petites structures. Donc, dans ce fonds unique, on a la logique d'un menu de mesures. À charge pour l'État membre de définir ses priorités dans une logique globale de programmation pour pouvoir mettre en place quelles priorités, quelles mesures sont retenues par l'État membre. Alors je dis bien l'État membre, sachant qu'à l'heure actuelle, par exemple, les programmes FEDER sont gérés directement par les régions. Et donc, le premier point qui est à retenir, c'est que dans cet ensemble-là, la PAC n'est plus une politique autonome, c'est un grand tout dans une stratégie, et donc ça a vocation à mieux s'articuler. Ça permet aussi des capacités de redéploiement financier en fonction de l'état d'avancement des différents programmes. Petit point qui vous intéresse aussi, le chanvre. Donc le chanvre est un des rares produits qui est réglementé par l'Union européenne. Donc on maintient dans l'organisation commune de marché, c'est là où toutes les dispositions relatives au chanvre sont intégrées. On maintient le taux de 0,3% de THC, il ne bouge pas. Et on a une réglementation qui met là quand même un peu plus précise et un peu plus large en ce qu'elle définit clairement la fibre, la graine et les autres parties comme trois ensembles de la réglementation. Donc je vous ai parlé des propositions de la Commission, mais ça c'est la proposition sur la table. Ça fait effectivement 6 mois qu'elle est négociée. Alors elle est négociée à deux endroits, dans les deux branches européennes, le Parlement européen, ça tout le monde connaît, et le Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'UE, qui est l'union des gouvernements. Et donc ça sera négocié. La partie typiquement PAC, donc le détail des mesures dans le Conseil agriculture, et le grand plan dans le Conseil Affaires Générales qui dépend des ministres des Affaires étrangères. Ce qui veut dire que nous allons avoir au sein de l'État un gros travail, plus important que d'habitude, de coordination interministérielle.
Donc, chacun des deux législateurs, le Conseil de l'UE et le Parlement, va faire sa lecture, hein, c'est comme en national, sa position, et une fois qu'on est des positions d'un côté et de l'autre, les deux législateurs plus la Commission vont se voir, c'est ce qu'on appelle les trilogues, et l'idée, c'est l'équivalent de la commission mixte paritaire pour ceux qui suivent les lois nationales, et donc pour aboutir à une position commune qui convienne au Conseil, au Parlement, mais aussi à la Commission. C'est pour ça qu'on parle de trilogue. La Commission a un monopole d'initiative, donc la Commission est partie prenante très active, je peux vous dire d'expérience, dans ces trilogues. Une fois qu'on a ça, on vote les textes, et hardi petit, on y va. Petite complication, on a le Conseil européen, donc ça c'est l'union des chefs d'État et de gouvernement, à pas confondre avec le Conseil de l'UE, qui va définir, en fait, qui lui va faire l'accord sur le cadre financier pluriannuel. On parle de 2000 milliards d'euros de dépenses sur 7 ans et surtout le financement de ces 2000 milliards d'euros par les budgets nationaux. Donc c'est un sujet qui relève des chefs d'État et de gouvernement, et dans ce cadre-là, on a un certain nombre de dispositions de politique qui remontent à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un accord des chefs d'État et de gouvernement sur le cadre financier pluriannuel, plus quelques azotes sur la PAC. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, le plafonnement et la dégressivité dont j'ai parlé sont remontés à ce niveau-là, parce que c'est important pour des pays de l'Est. Une fois qu'on a cet accord, il est transcrit de manière respectueuse du côté du Conseil, du Conseil de l'Union européenne, dans sa position. Voilà, et donc on vise un accord, ce qui est marqué, hein, entre le Conseil et le Parlement avant la fin de l'année. L'idéal, une publication des textes avant la fin de l'année, parce qu'une fois qu'évidemment il y a eu un accord, il faut prendre le texte, balayer le détail du texte. Il y a quelques centaines de pages, hein, quand même, pour vérifier qu'il n'y a pas de typo, le transcrire et le traduire dans les 22 langues de l'Union européenne, y compris le maltais et le celtique, s'assurer qu'il n'y a pas de divergence entre les traductions, et publier tout le bazar. Juste pour vous donner, et tout ça doit rentrer en vigueur évidemment au 1er janvier 2028. Je vais vous donner juste le calendrier de la réforme de la PAC 2023. On a un accord au Conseil européen en juillet 2020. On a un accord politique sur la PAC, Conseil et Parlement, en juin 2021. Un plan stratégique national qui est l'équivalent du plan de partenariat national et régional, version 1 envoyée à la Commission en décembre 2021, validé en août 2022 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. Là, je vous parle d'un accord Conseil et Parlement au fin d'année 2026, ce qui veut dire que, bien évidemment, il va falloir paralléliser toutes les dispositions, il va falloir parler de ce qu'on fait en national avant d'avoir finalisé la négociation européenne, parce qu'un an pour négocier, mettre en place, et c'est là où moi, à l'ASP, je reviens avec un grand sourire pour dire que des systèmes informatiques, ça ne se fait pas en 2 mois. On a du délai. Donc on va devoir paralléliser ce qu'on avait déjà fait la dernière fois, mais là qu'on va devoir faire plus encore. Alors, dans tout ce cas-là, position de la France. Position de la France, elle est assez simple. Il y a 2 lignes de force. La première, c'est que la politique agricole commune, il y a un C, et donc c'est le C d'une politique commune. Et on veut garder, côté français, le caractère commun, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait un menu, c'est bien qu'il y ait des possibilités, mais il faut que on ait quand même un cadre commun pour éviter notamment le fait que les politiques et les agricultures dans les différents États membres divergent trop. Le deuxième, c'est le budget de la PAC. Donc j'ai suivi le communiqué de presse que le Premier ministre a publié vendredi dernier, et donc la position de la France est une stabilisation du budget tenant compte de l'inflation. Ce qui veut dire, en euros tels qu'on les voit, un budget en augmentation. La présidente de la Commission a proposé il y a quelques semaines de majorer aux États membres la capacité de majorer le budget de la PAC jusqu'à 45 milliards d'euros supplémentaires. Pour la France, en regardant simplement les lignes, ça voudrait dire aller au-delà. Donc, au-delà de ça, côté français, côté France, on est un des 27 dans le Conseil de l'Union européenne, qui est un des 2 législateurs, donc on négocie en position française. On est aussi un lobby, et c'est pas un gros mot à Bruxelles, pour parler au Parlement européen, notamment parlementaires français. Et donc, on a ce double travail
avec notamment, pour le dire, un Parlement européen qui est plus ouvert aux discussions avec des lobbies. Comme je le redis à Bruxelles, un lobby, c'est pas un gros mot. C'est tout le monde fait du lobbying, y compris les États membres. La Commission fait du lobbying vis-à-vis du Parlement. Le Conseil fait du lobbying vis-à-vis du Parlement. Le Parlement fait du lobbying vis-à-vis du Conseil. Il n'y a pas de problème. Et donc le Parlement est plus sensible à des arguments, plus ouvert dans sa négociation que le Conseil, parce que le Conseil se fait entre administratifs. Je sais, j'en ai fait pendant des années, donc on parle moins je dirais, au secteur privé. On le fait, c'est la capitale qui le fait. Dans une négociation européenne, notre objectif côté France et de manière globale, c'est ouvrir les possibilités. On veut un menu commun, on veut quelque chose d'unique, mais on veut quand même avoir, je dirais, toutes les petites pierres qu'on veut pour pouvoir mettre en place les priorités politiques que l'on détermine. Donc c'est vraiment ouvrir le jeu, ouvrir des possibilités pour pas se retrouver, quand on devra faire des choix nationaux, bloqués parce qu'on aurait voulu faire quelque chose et ça n'y est pas. Je prends un exemple. La France voulait un paiement JA, cette fois-ci, qui soit forfaitaire à l'exploitation et plus un paiement à l'hectare. Il a fallu le négocier et on l'a obtenu. Et bien évidemment, côté national, comme j'ai dit, on va avoir un règlement, un grand fonds avec de l'argent à distribuer. Et donc, la première question qui va se poser, ça va être une discussion sympathique, c'est comment est-ce que je répartis les quelques dizaines de milliards que nous avons dans le plan de partenariat national et régional entre les champs de politique, d'une part, sachant qu'il y a quand même, comme j'ai dit, il y a un minimum 293 milliards qui est fléché pour la PAC. Comment est-ce que je répartis ces fonds donc entre les différents champs politiques, et aussi comment est-ce que je répartis entre ce que l'État gère et ce que les régions gèrent. Donc ça va être aussi une deuxième discussion, et une fois qu'on a ça, évidemment, il va falloir négocier l'ensemble des mesures, choisir, mettre en œuvre ce point-là. Donc tout ça pour dire, il y a une chance à Bruxelles et une négociation à faire à Bruxelles, y compris pour les professionnels, et une chance en national auprès du gouvernement, des gouvernements avant et après les élections. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci Monsieur Maestracchi pour tous ces éléments très précis sur la PAC. Je pense que tout le monde est au point maintenant sur les différents cheminements pour aboutir à une nouvelle réforme. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qu'on a pu travailler au niveau de l'interprofession. Donc il faut bien savoir que avec la Fédération nationale des producteurs de chanvre, la FNPC et Interchanvre, on s'est mobilisé dès 2024 pour porter la voix de la France donc au niveau européen. Et ça se fait dans le cadre du groupe de travail lin et chanvre au sein du COPA-COGECA. Deux points pour exposer la position de la filière. Donc tout d'abord, dans les discussions au sein de ce groupe de travail, donc la FNPC et Interchanvre ont souhaité donc bien sûr le maintien du net couplé pour les producteurs de chanvre dans le cadre donc de la future PAC. C'est également la mise en œuvre d'un soutien qui soit spécifique pour les producteurs de chanvre, pour la culture du chanvre industrielle, donc essentiellement basé sur les atouts environnementaux, et notamment via les éco-régimes ou via un nouveau système qui pourrait être mis en place. C'est notamment, par exemple, dans le cadre actuel avec les points pour les différentes cultures, pour obtenir le nombre de points suffisants pour obtenir les éco-régimes, l'interprofession a demandé le doublement des points qui sont apportés par la culture de chanvre. C'est donc un besoin de rendre cette culture attractive par rapport aux autres grandes cultures. Et c'est donc, bien sûr, on parlait des atouts environnementaux, c'est de pouvoir intégrer le PSE dont on a parlé tout à l'heure, le PSE de la filière, dans le cadre de la future PAC. Donc ça peut être, s'il y a des nouveaux dispositifs environnementaux, c'est de pouvoir les intégrer.
Le deuxième point important, c'est donc on a souhaité porter la même philosophie qui a été adoptée en France, à savoir la différenciation, comme l'a rappelé Franck ce matin, tout à l'heure, la différenciation entre le chanvre industriel et le chanvre molécule, donc avec les diverses molécules type CBD. Donc la position de la FNPC et d'Interchanvre est de bien différencier ces deux filières, et donc c'est pourquoi on a bien demandé une aide, une continuité des soutiens de la PAC uniquement pour les surfaces en chanvre industriel. Et bien sûr, c'est donc le taux de THC. Donc, comme l'a dit M. Maestracci, nous souhaitons un maintien du taux de THC, bien sûr pour sécuriser les débouchés et également éviter les amalgames qu'il pourrait y avoir par rapport à tout ce qui est chanvre molécule. Donc maintenant, tous ces éléments, toutes ces positions ont été discutées, sont encore discutées auprès des représentants en Europe, et également prochainement aux représentants donc de l'État français auprès du ministère. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.